Ici Mélissa Raté. Tout d'abord, je vous souhaite de passer une très belle année 2023. Bienvenue à Allemand en mouvement. Pour cette toute première, on retourne en arrière, la fameuse journée du 23 décembre. Probablement que plusieurs d'entre vous s'en souviendront. Journée de tempête majeure, beaucoup de pannes d'électricité. Donc, en compagnie de mes invités, on parle justement de toute l'organisation qui a été mise en place, la logistique et plus encore. En compagnie de Josiane Harvey, agente de communication à la Ville d'Allemand. Josiane, comment ça va? Ça va super bien. Écoute, on va revenir un petit peu, si tu le veux bien, sur la journée du 23 décembre dernier, qui a quand même été une journée assez marquante pour... Mouvementée. Oui, pour Allemand, pour le Lac-Saint-Jean, même pour tout le Québec au grand complet, la fameuse tempête du 23 décembre. D'ailleurs, les météorologistes le disaient, on l'annonçait depuis déjà quelques jours avec les vents, l'accumulation de neige. Comment la préparation s'est faite en amont là, pour la Ville d'Allemand, en sachant qu'elle allait arriver? C'est toujours en supposition. Hein? Oui, bien, on supposait la tempête du siècle. Donc, faut savoir là, qu'à la base, on a un plan de mesures d'urgence qui est établi à la Ville d'Allemand, qui est souvent mis à jour par notre capitaine à la sécurité civile, Simon Nicole. Donc, ce plan-là inclut des mesures pour toutes sortes d'urgences. Incendie, explosion, bris de barrage, séisme, etc., etc. Tout y passe. Donc, tout y passe. Dans ce plan de mesures d'urgence-là, il y a énormément de choses, comme le centre d'hébergement temporaire qui a déjà A, B, C, D, E. Il y a plusieurs plans là, qui sont dans le livre. Et sinon, bien nous, pas suite à la tempête, avant la tempête, bien sûr, on s'est fait un groupe texto des représentants des différents départements qui allaient être mis à contribution là, pour la journée de la tempête. Donc, dans ce groupe-là, on s'est tenu au courant jusqu'au 26 décembre des mises à jour, des bris, des informations importantes qu'il fallait diffuser. Ce groupe-là était géré par le directeur général, qui était le coordonnateur municipal selon les plans de mesures d'urgence. Et bien entendu, bien, on tenait Mme la mairesse au courant de tout développement. On le sait, la veille du 23 décembre, les centres de services scolaires ont fermé également leurs établissements. Là, on prévoyait le coup. Oui. Et du côté de la Ville d'Allemand également, c'était le congé des fêtes là, qui était déjà arrivé pour plusieurs. On le sait, là, les services administratifs, normalement, les appels sont redirigés à la centrale 911. Oui. Et ça a été quand même tout un événement, mais surtout beaucoup de problématiques avec une quantité là, phénoménale d'appels à la centrale. Oui. Donc, quand les pannes ont commencé à s'accumuler sur le territoire, effectivement, là, les lignes étaient engorgées à la centrale parce que, comme tu l'as dit, nos services administratifs étaient en vacances depuis 4 heures la veille. Donc, la ligne des travaux publics était fermée, ce qui redirigeait tous les appels vers la centrale. Là, notre service de technologie de l'information a réouvert la ligne à pied levé. Puis on a fait rentrer quelqu'un qui s'est déplacé à la caserne, qui est le bureau de coordination principal là, en cas de mesure d'urgence. Donc, il y a quelqu'un des travaux publics qui est venu à la caserne juste pour repérer la ligne des travaux publics dans le but de désengorger les répartiteurs ici parce qu'il y avait énormément d'appels. Point de vue communication, il fallait que les gens soient au courant de ce qui se passait. On le sait avec nos cellulaires maintenant, là, même quand on perd le courant, il nous reste du jus pour s'informer sur nos cellulaires. Donc, c'est important pour nous d'être transparents avec les citoyens. Au début, on a commencé par des publications sur Facebook, mais on a reçu des commentaires des citoyens qui trouvaient que, tu sais, il y avait un manque. On s'est fait demander pourquoi on n'avait pas de système comme Hydro-Québec là, en temps réel. Donc, on a mis sur pied, à pied levé ce soir-là, cet après-midi-là, une page d'alerte tempête sur le site Internet. Donc, c'était un gros bandeau rouge. C'était impossible de le manquer. Puis là-dedans, il y avait des informations, des consignes de sécurité, des détails pertinents sur le déroulement des événements. Il y avait des
conseil de prévention, mais il y avait principalement une liste des bris, des pannes puis des routes fermées qu'on tenait continuellement à jour. Là, je vous dirais 6, 7, 8 fois par heure là, que je mettais cette liste-là à jour. Tout était mis à jour, effectivement. Là. Puis tu l'as mentionné, là, il y avait des conseils également parce que les gens qui n'avaient pas d'électricité, là, les gens, les chandelles, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a eu toujours une interrogation. Oui. Le foyer, les génératrices également. Oui, c'est ça. Donc, moi, je me suis déplacée à la caserne pour être dans le même bureau que la personne des travaux publics qui répondait. Les pannes étaient diffusées en temps réel. Et quand ça s'est calmé un petit peu là, avec Jackie Piquette, le capitaine de la prévention des incendies, on s'est mis sur le cas de faire des messages de prévention d'emblée parce qu'on voulait éviter le plus possible de situations d'urgence. Là. On savait que les routes étaient pas super praticables. Comme tu l'as dit, là, les chandelles, c'est dangereux pour les incendies. Les génératrices, les gens ne savent pas nécessairement comment utiliser ça. Il y en a beaucoup qui mettent ça trop près des entrées de la maison. Il y en a qui mettent le barbecue dans la maison pour chauffer la maison dans ces temps-là. Grosse erreur. Les foyers au bois aussi. Il y en a qui font juste une attisée de temps en temps. Donc, comment disposer des cendres efficacement, là, ça, c'était important pour nous de faire de la prévention là-dessus. À partir du moment, là, justement, qu'on voyait que les pannes allaient s'allonger, tu en as parlé, là, justement, des plans de mesures d'urgence. Le plan A, c'était direction au centre Mario Tremblay, mais on sait que le toit du centre Mario Tremblay a eu une problématique lui aussi. Oui, donc dans le plan de mesures d'urgence, le plan A, c'est le centre Mario Tremblay pour sa capacité d'accueil parce qu'il y a une génératrice, puis sur place, il y a des ressources matérielles aussi. Donc, ça fait une quarantaine d'années qu'il y a des ressources en place au centre Mario Tremblay pour pouvoir devenir un centre d'hébergement temporaire. C'était la première fois là, depuis que les ressources étaient disponibles, qu'on sortait les lits de camp, là, entre autres. Mais aussitôt que le toit s'est mis à partir, justement, le directeur du service des loisirs, Jocelyn Tremblay, a fait des téléphones pour mettre en place le plan B, qui est l'école secondaire Camille Lavoie, au cas où. Mais finalement, après analyse de la situation, constatation des dégâts sur le toit, là, on s'est rendu compte qu'il y avait moyen de condamner tous les accès, sauf celui de la salle Michel Côté, pour pouvoir accueillir les gens sécuritairement au centre Mario Tremblay. Pour faire une histoire courte, là, le toit du centre Mario Tremblay, la perruque levée. OK. Puis il y avait tellement de vent, c'était normal. Oui. Fait que la perruque levée, il restait le crâne. Tu sais, t'es dans le centre Mario Tremblay, tu ne vois pas dehors. Il n'y a pas un gros trou à ciel ouvert. Donc, la perruque est partie sur le toit de l'aréna. Ça a fait d'autres dégâts, bien entendu. Oui. Là, présentement, on a mis des casquettes pour combler les vides. Mais au printemps, là, bien entendu, on va faire des réparations permanentes. Là. Josiane, à partir du moment que la zone de confort a été installée, ça a été quoi la logistique? Mais surtout, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'affluence là, de la part de la communauté? Oui, donc c'est sûr qu'on a mis sur pied un service de garde. Là, donc, il y a des employés qui se relayaient pour qu'il y ait une surveillance en permanence. Il y a eu peu d'affluence, je vous dirais. Il y a beaucoup de gens qui sont venus se réchauffer quelques temps avant de retourner chez eux, mais il y a pas beaucoup de personnes qui ont resté dormir. Je vous dirais que le défi majeur, ce fut les résidences de personnes âgées. Ouais, hein? Donc, il y en a beaucoup qui n'ont pas de génératrice et ils ont manqué de courant très tôt et ça revenait pas. Là. Donc, ça faisait plusieurs heures qu'il n'y avait pas d'électricité quand on a mis le centre de confort sur pied. Donc, il y a beaucoup de résidences qui se sont déplacées et ils ont des difficultés particulières. Donc, il a fallu travailler en collaboration avec le CIUS pour répondre à leurs besoins. Donc, je sais qu'il y a eu quand même quelques autobus là, qui sont allés les récupérer pour les amener. Entre autres, il y a une résidence de Saint-Cœur-de-Marie qui est venue au centre Mario Tremblay. Donc, on le sait, là, les routes étaient pratiquement impraticables. C'est certain qu'on veut prendre la peine de remercier là, Michel Lefebvre d'Autocar Janois d'avoir répondu à l'appel pour le déplacement des résidences. C'est ce qu'on voit, là, une belle mobilisation de toute la communauté. Tu viens de parler pour les autobus. Il y a également Roberto de chez Resto Roberto qui a levé la main également pour aller porter quelques assiettes aussi. Absolument, parce que lui, son restaurant était plein. Là. Il n'y avait pas de courant nulle part. Tout le monde voulait manger. Donc, lui, son restaurant, ça fonctionnait. Il était débordé, puis il a quand même répondu à l'appel quand Jocelyn lui a téléphoné là, pour venir nourrir les gens qui n'avaient pas mangé depuis plusieurs heures au centre Mario Tremblay. Il est arrivé personnellement avec de la soupe, des sandwichs, etc. Fait que c'est sûr qu'on est très, très reconnaissant. Puis on ne peut pas passer sous silence non plus là, le dévouement des employés parce qu'on... Qui sont revenus au travail. Bien oui, on était pratiquement tous en vacances. Là, donc, il y en a vraiment beaucoup qui ont levé la main pour mettre la main à la pâte, comme on dit. Là, puis c'est certain qu'on a eu beaucoup de commentaires positifs par après. Là. Les citoyens ont vraiment aimé comment on a géré la crise.
Josiane, en terminant, qu'est-ce qu'on retient de cet événement-là? On a parlé de logistique, on a parlé de mobilisation également, de tout le personnel, de la communauté au grand complet. Puis on le sait, là, c'est un événement là, majeur. C'était presque la première fois aussi là, que ça arrivait du côté de la ville, même si les plans d'urgence étaient déjà établis depuis de nombreuses années. Oui. Bien, en fait, là, avec les changements climatiques, c'est comme inévitable. Il va y avoir d'autres situations comme ça. Donc, on retient que le 72 heures de sécurité civile, là, les gens, ils savent pas beaucoup qu'est-ce que c'est. Il y en a pas beaucoup qui sont prêts pour 72 heures sans service, là, disons-le. Donc, on retient que ça, il faut vraiment qu'on mette ça à l'avant puis qu'on travaille là-dessus là, pour que les gens soient prêts dans une prochaine éventualité. Josiane, merci infiniment. Ça me fait plaisir. En compagnie de Marc Michaud, coordonnateur à l'électricité du côté de la ville d'Alma. Marc, merci d'être là pour nous raconter un peu la petite histoire du 23 décembre. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. C'était une bonne journée, hein, je pense, pour vous autres. Oui, une très bonne journée. Ça a débuté quand même au début de l'avant-midi, là, la tempête. Les bris n'ont pas été immédiats. C'est sûr que par après, ça n'a pas été long quand les vents sont mis de la partie. Mais en fait, l'équipe s'est quand même préparée quelques jours auparavant parce que même s'il y en avait quelques-uns qui étaient en vacances ou peu importe, avec la météo qui annonçait, vous deviez le savoir, votre petit hamster devait le savoir qu'on va rentrer le 23 décembre puis on va avoir beaucoup d'ouvrages. Oui. Nous, on était en mode proactif. On s'est préparé nos équipes, nos camions, nos équipements, notre personnel était prêt. On a toujours une personne de garde 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Fait qu'à ce moment-là, dès qu'on a eu des appels, on a mobilisé nos équipes et on a intervenu là, par rapport aux bris et aux interruptions. Comment ça s'est passé, justement? Là, on parle de toute l'équipe là, qui était sur place, mais j'imagine que c'est quoi secteur par secteur? Comment vous jugez qu'il y a un secteur qui est plus problématique puis qui est plus urgent que d'autres? C'est sûr que nous, on gère ça de la manière des services essentiels, exemple les hôpitaux, s'il y a des personnes, des centres de personnes âgées, des choses comme ça, on priorise les services essentiels en premier. Puis aussi, tous les appels rentraient au service 911. Puis après ça, moi, il y a des personnes qui me contactaient, puis moi, je faisais le lien avec mes équipes pour déterminer, éliminer les dangers pour les citoyens, des arbres tombés sur les lignes. Comment vous jugez l'importance, justement, d'un bris? Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus prioritaires que d'autres? Oui. Les secteurs prioritaires, c'est sûr les services essentiels, les hôpitaux, les personnes, les centres de personnes âgées, des choses comme ça. C'est sûr qu'on priorise ça. Puis après ça, tous les appels rentraient au service des incendies au 911. Après ça, moi, les gens me communiquaient les pannes. Moi, je communiquais avec mes équipes sur le terrain. C'est comme ça qu'on coordonne et on planifie là, les interventions. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'arbres tombés justement sur les lignes? Il y a eu quelques arbres. On a été chanceux quand même, dont des gros arbres en arrière de la ligne de l'hôpital d'Alma. Ça, on n'a pas le choix de faire une interruption puis enlever les arbres pour remettre en service notre réseau de distribution. Parce qu'on le sait des fois avec Hydro-Québec, en fait, c'est la redistribution de l'énergie. Y a-t-il eu des problématiques, des conséquences versus Hydro-Québec pour vous autres? Oui, on était quand même chanceux. Tout le réseau qui est interconnecté avec le nôtre, là, qui alimente notre réseau à Ville-d'Alma, on a eu des manœuvres à faire sur une partie d'un réseau parce qu'Hydro-Québec, leur ligne était en panne, là. Ce côté-là, ça a bien été. On a eu à peu près 2 à 3 heures d'interruption. Mais on a été chanceux, puis ça a bien été. On a rétabli rapidement le courant à tout l'ensemble de nos clients. On se retrouve dans le quartier Saint-Pierre. Ça a été quand même un secteur problématique la journée du 23 décembre. Oui, le quartier Saint-Pierre, dont d'autres quartiers aussi, mais les pannes sont comme par secteur à ce moment-là. Puis aussi, quand il y a une rue qui n'a pas de courant, mais les gens, tu sais, je veux dire, ils nous appellent immédiatement, mais ça couvre plusieurs clients à la fois, là. Marc, qu'est-ce qu'on retient de cette journée du 23 décembre, cet événement-là marquant? Mais je pense que l'équipe aussi va devoir se préparer à d'autres événements de la sorte, là. Bien, nous, justement, cette semaine, on a fait un post-mortem là, de nos opérations. OK. Tu sais, des choses qui ont bien été, puis des choses pas qui ont mal été, mais qu'on devrait plus être en mesure de s'améliorer. À ce moment-là, on va mettre des choses en place là, pour intervenir de façon plus rapide, de façon plus efficace. Mais dans l'ensemble, ça a très bien été. Marc, merci beaucoup. Merci. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.